Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Bini Payode. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un premier invité, Paul Barrette. Cet homme est un vrai caméléon, acteur, comédien, conférencier. Mais surtout, il est passionné par l'inspiration. Il va nous apprendre à devenir nous-mêmes impactants. J'ai hâte. Ma deuxième invitée est Marie-Éloi, une femme solaire, passionnée avec une énergie dingue. D'abord journaliste internationale, elle attrape le virus de l'entrepreneuriat au fond d'une école Montessori en Bretagne. Et ensuite, elle a explosé les codes en accompagnant les femmes à entreprendre avec ambition. Elle est sélectionnée en 2020 parmi les 40 femmes françaises les plus inspirantes selon le magazine Forbes. Et nous terminerons par la rencontre avec Déborah Pardieu, une femme aux mille casquettes, scientifique, aventurière, chef d'entreprise, maman, tout en même temps, parce qu'évidemment, elle s'autorise tout et rien ne lui fait peur. Elle va nous raconter ses secrets. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et c'est parti pour 3 découvertes très inspirantes. Mon premier invité, Paul Barrette, est un vrai caméléon. Acteur, comédien, maître de cérémonie, coach de dirigeants et conférencier spécialisé dans l'impact, l'inspiration et la respiration transformatrice. Il va partager ses clés avec nous pour nous débrider et faire de nous des personnes impactantes et inspirantes. Vous êtes prêts? Paul, tu es rentré dans la peau de nombreux personnages et surtout des rôles de méchants, alors que tous les gens qui te connaissent de ta vie personnelle savent que tu as un amour d'âme. Donc, aujourd'hui, tu fais des conférences et tu mets les autres en lumière. Qu'as-tu appris de toutes ces expériences devant et derrière la caméra? Je pense que la chose la plus importante que j'ai découvert, c'est que moi qui cherchais à travers les directions différentes, en fait, la même chose. Je cherchais toujours la présence. Et je cherchais ma présence. Donc, quand j'étais comédien, je jouais des rôles, mais en même temps, je cherchais ma présence à travers peut-être un personnage qui était soi-disant méchant. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant dans le monde, en fait. En tout cas, pour un comédien, parce qu'on doit l'incarner. Donc, si on le juge en tant que méchant, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas l'incarner. Donc, on doit mettre à côté de soi son jugement de lui, et on doit essayer de le comprendre. Et ça, je trouve, la chose la plus importante que la comédie et le fait de jouer m'a appris. C'est la compassion, en fait, pour l'autre. C'est le côté humain, aller chercher. Exactement, c'est le côté humain, c'est le côté qu'on est tous, on fait partie de l'humanité. Il y a un super film qui s'appelle Human, de Yann Arthus Bertrand. Et la première ouverture du film, il y a un gangster noir de Los Angeles qui explique pourquoi il est en prison. Il a tué deux filles adolescentes. Et puis, tout d'un coup, il se fond en larmes parce qu'il parle du fait qu'une personne vienne une fois par semaine pour le pardonner. Et la personne qui vient, c'est la mère des 2 fillettes qu'il a tuées. Et on voit ces grandes larmes qui coulent sur ses joues. Et on voit cet énorme gangster, un homme très dur, devient un âme et un cœur complètement tendre et ouvert. Et il parle de qu'est-ce qu'il fait dans la prison maintenant. Il essaie d'aider les autres prisonniers à voir la vie différemment. Donc je pense qu'il n'y a pas de méchants. C'est Christ qui l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le mot pour moi qui m'a appris la comédie. Et voilà, et la présence après.
Et en conférence, tu expliques aux grands dirigeants comment inspirer leurs équipes. Oui. Quelles sont les clés que tu leur partages? Ben, je partage d'abord la clé que chacun est différent et chacun va inspirer d'une façon différente. Mais une chose, souvent j'ai remarqué, c'est que les gens qui inspirent ne savent pas qu'ils inspirent. Ah. Donc il y a une espèce de conscientisation du fait qu'on peut inspirer sans le savoir. Donc, il faut ensuite creuser dans ces sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire, nous? Parce que si on veut inspirer les autres, ben, d'abord, il faut inspirer soi-même. D'abord, il faut être inspiré. Donc, il faut renouveler et chercher toutes les sources d'inspiration qui fait qu'on peut éventuellement inspirer les autres. Et ce travail sur les sources d'inspiration, en fait, c'est un travail de toute une vie. C'est un travail sur tes valeurs profondes. C'est un travail sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'inspirer les autres, en fait. J'ai travaillé avec un dirigeant une fois et on a préparé un peu sa prise de parole. Et il m'a parlé parce que c'était un commerçant, quelqu'un qui était dans une famille de commerçants et qui est devenu PDG d'un grand groupe de distribution. Mais son histoire familiale était une famille de commerçants. Et à un moment donné, il parlait d'un tablier en cuir qu'il avait en tant qu'enfant. Et que le jour où ses parents lui ont donné ça, a donné ce tablier en cuir, et comment il était fier. Et tout d'un coup, cette mémoire est devenue pour lui une source d'inspiration. Et dans sa conférence, il a parlé de ça. Il y avait 1000 personnes, il avait tout un plan stratégique qui était super intelligent et super puissant. Mais en fait, les gens se souvenaient de ça. Ils se souvenaient de cet tablier en cuir qu'il avait en tant qu'enfant. Donc, on voit que si on veut inspirer les autres, il faut être prêt à être un peu vulnérable, en fait. Être prêt à creuser dans sa vie réelle, dans sa vie personnelle, et être prêt à partager des petits moments. Peut-être pas tout, mais en tout cas des petits moments, de s'ouvrir vers l'auditoire. Et ça, c'est pas évident. Parce mais que d'ailleurs, ça m'intéresse parce que, en fait, tu invites les dirigeants à être authentiques. ouais. Mais dans un mode d'urgence, de stress et tout ça, comment arriver à garder son âme? Mais oui, mais je pense que c'est le problème pour tout le monde. C'est dès qu'on est devant un challenge qui est très important ou devant le stress, tout simplement, comment est-ce qu'on garde sa propre authenticité? Et c'est une problématique qu'on voit dans toutes les histoires mythiques. Les héros sont toujours confrontés avec des dangers, des difficultés, les challenges. Et on va voir, est-ce que Indiana Jones va garder son audace? Est-ce qu'il va garder son authenticité, etc.? Et c'est toujours un point d'interrogation. Donc, le stress, le challenge, la seule façon, comme moi j'ai en tout cas pour armer les gens que je coach contre ça, c'est de jouer un peu avec, d'être un peu flexible par rapport à ça, comme les arts martiaux. Ça veut dire d'accepter ce qui t'arrive, en fait. Donc, en fait, ça veut dire lâcher prise. Oui, il y a une notion de lâcher prise dans le sens que tu acceptes ce qui t'arrive en ce moment. Si tu as peur, par exemple, tu acceptes ta peur, tu luttes pas contre, mais que tu vas utiliser ensuite, tu vas la canaliser et tu vas utiliser pour potentiellement inspirer les uns et les autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit exprimer publiquement ses peurs. Non, pas forcément. Tu n'as pas besoin de mettre une étiquette là-dessus. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, vous savez, monsieur, mesdames, j'ai peur ». Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu as besoin simplement de le sentir, de le vivre avec, de ne pas essayer de te débarrasser de ça. Parce que beaucoup de gens, et moi j'ai fait pendant des années cette erreur-là, c'est qu'on veut se débarrasser du stress. On veut pas le sentir. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on n'a pas été éduqué émotionnellement. En fait, c'est le premier pas de l'éducation émotionnelle. En fait, c'est d'accueillir les émotions. C'est en tout cas, c'est d'essayer d'être en harmonie avec, même si c'est la peur ou la tristesse ou la colère ou quelque chose qui nous dérange. C'est d'abord l'accueillir
conscientiser et ensuite le transformer, canaliser et l'utiliser. Parce que c'est de l'énergie émotionnelle à la fin du compte. D'accord. Bah, génial. Paul, merci beaucoup de ce temps. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marie-Éloi, une femme solaire, passionnée avec une énergie dingue. Elle est présidente de Femmes de Territoire, qui est un réseau d'entraîne féminin, mais aussi de But à Boîte et But au Groupe, deux réseaux business dédiés aux femmes entrepreneurs et salariées. Elle est sélectionnée en 2020 parmi les 40 femmes inspirantes selon le magazine américain Forbes. Marie, est-ce que tu nous racontais en quelques mots la journée de cette femme inspirante que tu es aujourd'hui? D'abord, je tiens à signaler que toi aussi, tu étais dans les 40 femmes Forbes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, ce qui m'anime, c'est la place des femmes et leur impact dans l'économie. Et du coup, moi, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, rien au management. J'étais journaliste avant, à RFI, Radio France Internationale, donc j'ai beaucoup voyagé. Et à la naissance de mes enfants, j'ai voulu une école Montessori. Et j'en ai cofondé une avec une autre maman dans un petit village en Bretagne. L'école existe toujours et mes enfants ont fait leur scolarité là-bas. Génial. Et du coup, j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai découvert qu'à partir d'une idée, on pouvait avoir un impact autour de soi. J'ai découvert aussi l'entraide. Parce que dans cette école, il y a plein de parents qui se sont aidés pour que l'école fonctionne. Il y a énormément de mamans surtout. Et en s'entraidant, j'ai vu que leur projet professionnel se réalisait aussi. Parce qu'en étant ensemble, en intelligence collective, en s'aidant, en s'encourageant, et des fois, il ne faut pas grand-chose. Et ça a un impact autour de soi. Génial. Et donc, du coup, j'ai créé Femmes de Bretagne pour créer son entreprise, cofondé Femmes des Territoires pour créer son entreprise partout en France, Bouge ta boîte, comme tu l'as dit, réseau business pour les entrepreneurs déjà installés, et Bouge ton groupe pour faciliter les carrières des femmes. Après, quand on commence l'entrepreneuriat, après, on n'arrête plus. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, tu as un mantra qui est une obsession. Et d'ailleurs, je trouve ça très, très bien. La mixité, c'est notre ambition et même notre raison d'être. Pourquoi est tellement important? Parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'égalité. C'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai beau le prendre par tous les bouts, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'égalité. Pourquoi aujourd'hui, dans tous les postes de responsabilité, on ne dépasse jamais 20% de femmes, 80% d'hommes. Pourquoi dans l'entrepreneuriat, on a 14% de dirigeantes d'entreprise, au-delà de 10 salariés, 86% d'hommes? Pourquoi? C'est comme ça, c'est déséquilibré comme ça. Et on a besoin de toutes les forces vives pour trouver des solutions à notre société. Pardon, on ne peut plus continuer en s'appuyant seulement sur les femmes. On a vraiment besoin de... Pardon, je reprends avec vous. On ne peut plus continuer en s'appuyant uniquement sur les hommes. On a besoin des deux, les femmes et les hommes ensemble. Et donc la mixité, c'est pour moi la solution aussi à toutes les crises que nous vivons. C'est le préalable pour trouver des solutions. On ne peut pas continuer avec le même modèle. On a besoin des deux. Et c'est pour ça que tu pousses tellement les femmes à prendre leur place, à exister de manière publique. Pourquoi est tellement important quelque chose? Aujourd'hui, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie patron, business, économie, on a 1% de femmes médiatisées, 99% d'hommes. Et en fait, nous les femmes, souvent on me dit oui, mais moi j'en ai pas besoin pour mon ego, il y a plus compétente que moi. Et en fait, ça donne, comme on se dit tout ça, ça donne 1% de femmes visibles. Et comment après, nous derrière, on peut s'identifier et se dire, ben, moi aussi je peux, c'est possible, quand on n'a pas de rôle modèle. En fait, c'est pas possible. Donc c'est d'intérêt général qu'on se rende visible, que quand on entreprend, on se rende visible, qu'on monte notre expertise. Parce que souvent aussi, nous les femmes, on est décrédibilisées dans notre expertise, dans notre rapport à la société et notamment à l'économie. Et plus on va montrer tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on sait faire, plus ça va paraître une évidence qu'on a besoin des deux. Et qu'est-ce que ça veut dire décrédibiliser? Ça veut dire qu'on est sous-estimé, ça veut dire...
D'accord. Sous-estimé, sous-valorisé, secondaire. Bien sûr, c'est pas dit comme ça. Mais dans la réalité, c'est ça. Donc il faut montrer, nous, toute notre capacité, notre expertise. Alors on l'a intrinsèquement. Moi, je rencontre que des femmes extraordinaires qui ont des projets qui changent le monde, sauf que ça n'est pas mis en avant. C'est pas assez visible. Et donc avec le réseau business Bouge ta boîte, vraiment on fait émerger des rôles modèles partout dans les territoires. On est dans 120 villes pour vraiment faire en sorte que l'écosystème entrepreneurial soit mixte. D'accord. Et du coup, toi, puisque tu es un rôle modèle aujourd'hui, quels sont les ingrédients de ta réussite en tant que femme? Qu'est-ce qui nous manque à nous pour être comme toi, en fait? Comme toi, c'est pareil. Ce qui compte, je pense, c'est d'être vraiment soi-même. Et souvent, quand les femmes entreprennent ou quand elles intraprennent au sein de leur entreprise, c'est parce qu'elles ont envie d'avoir un impact et du coup d'être alignées avec qui elles sont vraiment. Clairement. Et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à être vraiment soi-même en s'extrayant des codes existants, mais en suivant vraiment ses tripes, et ben c'est là où on est la plus puissante en fait. C'est là où ça résonne juste, on est aligné. Et c'est là où ça marche. Alors souvent dans l'entrepreneuriat, on se dit oui, mais tu comprends, on m'a dit de faire ci, d'être comme ça. Moi par exemple, quand j'ai entrepris, la première chose, je me suis acheté un costume noir. Mais en fait, c'est pas moi. Je pensais qu'être entrepreneur, il fallait être en noir avec un costume. Et c'est quand on est soi-même, tu vois, comment on est aujourd'hui. Et c'est quand on est nous-mêmes. C'est un exemple, l'habit, mais c'est pareil dans la posture, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de manager, dans la façon de mettre en lien. C'est en étant nous-mêmes qu'on est le plus puissant. Et comment on fait pour savoir être soi-même? Alors moi, j'ai une astuce, parce que je suis une énorme trouillarde. Donc j'ai tout le temps peur. Mais par contre, je me dis tous les matins, je me dis ça, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et quand je me dis ça, je vous assure que ça ouvre le champ des possibles et qu'on est aligné. Parce que du coup, on découvre des possibilités qui nous ressemblent et pas seulement celles qui existent, celles qu'on a vues et celles qui peuvent être finalement dans un moule. On peut ouvrir tout ça. Donc là, tu me parles de magie à barre gras. C'est ça? Et comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la magie? Alors, il y a une citation que j'adore, c'est celle de Goethe, qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, parce que l'audace a du pouvoir, du génie et de la magie. Et je t'assure que c'est vrai, et je sais que tu le sais. Mais en fait, dès qu'on commence un truc, parfois on a peur et on n'ose pas se lancer dans une chose ou changer d'échelle ou peu importe le projet. Mais je vous assure que quand on fait le premier pas, il y a des trucs qui arrivent qu'on ne soupçonnait pas et qui nous aident. Et moi, je l'ai vérifié dans tous les projets, pas tous les jours, mais très souvent. Par exemple, au démarrage de Bouge ta boîte, j'avais pas un centime. Je sortais de la banque qui me disait votre entreprise, elle est finie. J'envoie 2 SMS à 2 personnes qui pouvaient peut-être m'aider et il se trouve qu'elles étaient ensemble. Et tout de suite, elles ont dit Marie, on te soutient. Et 3 semaines après, il y en a un autre qui m'a dit mais moi je mets le reste. Et en une semaine, 15 jours, j'ai fait une levée de 400 000 €, mais c'est tombé du ciel. Et ça, dingue. Et ça, j'en ai franchement des exemples comme ça. Pour Femmes des Territoires, on a une plateforme collaborative pour s'entraider, mettre en lien les femmes, partager des compétences. Et elle marche à peu près. Et il nous fallait vraiment une plateforme supérieure. Et c'est tombé du ciel aussi. On a Sherit, Google et Omnilog qui ont mis 3 développeurs à temps plein pendant 2 ans pour nous faire une nouvelle plateforme qui arrive en octobre. Une plateforme d'entraide. Et ça, c'est des trucs, tu te dis, c'est impossible que ça arrive. Et en fait, si, parce que les gens, du coup, comme ils voient que tu es convaincu, comme ils voient que tu avances, comme ils voient que tu donnes tout ce que tu peux avec tes tripes, ben les gens, ils ont envie d'aider, ils ont envie de participer au projet, ils ont envie de te suivre, en fait. Ah, mais c'est clair que personnellement, tu me donnes très envie de participer. Donc, je ne sais pas vous, les femmes, si vous avez exactement ce ressenti. En tout cas, si vous l'avez, je vous invite vraiment à suivre Marie-Éloi. C'est vraiment, vraiment hyper boostant pour une femme. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir maintenant Déborah Pardue. C'est une scientifique hyper active et passionnée, mais aussi la co-directrice de Earthship System. Chercheuse à l'international, conférencière sur l'omitirpena,
mais frustrée par la lenteur et le sexisme du monde scientifique, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Mais elle le fait d'une façon extrêmement originale, parce qu'elle veut travailler sur l'environnement. Pour elle, le changement viendra des femmes. Toi, Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de cette passion pour la biodiversité? Oui, bonjour Virginie. Depuis toute petite, en fait, je sais que je veux faire quelque chose pour la nature. J'ai des parents qui sont arrivés d'Afrique du Nord à Marseille, qui avaient peu de moyens et qui m'ont élevée dans le respect des choses. Et j'ai tout de suite commencé à jouer dehors, à trifouiller dans le jardin de mes grands-parents. Je voyais les insectes, je buvais les documentaires sur Arte. Et puis, on m'a offert un jour l'encyclopédie Encarta 95 là, sur les premiers ordinateurs. Et j'avais refait la classification du vivant dans un mur de ma chambre. Donc, quand j'ai commencé les études, on m'a dit eh bien, tu veux travailler sur les animaux, va faire un stage chez un vétérinaire. Et ce stage m'a dégoûtée parce que c'était vraiment les animaux adaptés aux caprices des humains, la stérilisation, l'obésité, les accidents avec des voitures. Et moi, je voulais vraiment travailler sur les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Donc, j'ai continué les études et aujourd'hui, je suis devenue docteure en biologie des populations, en écologie des populations, pour au final aller sur le terrain, collecter des données, notamment sur des oiseaux marins, où j'enfonçais mon bras entier dans des terriers pour attraper des oiseaux et les ressortir, les baguer, leur poser des GPS, prendre des plumes pour mesurer les polluants chimiques dans les ailes, etc. etc. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cette voie, elle était belle sur le papier et que quand mes articles scientifiques donnaient des conseils aux organismes de conservation de la nature, eh bien, ça n'allait pas assez vite par rapport à l'urgence d'agir. Et c'est là que j'ai décidé de changer de voie. Et donc, les scientifiques, justement, parlent d'urgence écologique. Et toi qui as été sur le terrain, qu'as-tu observé? Alors, déjà, sur le terrain, on observe difficilement des choses de façon ponctuelle. Alors, je peux vous raconter des choses que j'ai vues, comme des albatros avec un hameçon dans le bec, dans la colonie, des poussins qui ont très chaud, ou donc ils sont comme ça. J'ai déjà vu aussi des manchots qui sont sous la neige jusque-là, parce que c'est une année où d'un coup il a neigé et donc tous leurs œufs gèlent. J'ai déjà vu des vélages de gros glaciers en Antarctique qui sont le symbole un petit peu du changement climatique, mais qui en fait peuvent être juste saisonniers. Donc des fois, on a beaucoup de glace dans une année, mais c'est peut-être juste parce qu'il y a beaucoup de fonte et que l'eau est moins salée, donc elle gèle plus vite. J'ai déjà vu des algues sur la neige en Antarctique qui foncent et qui du coup font que la neige fond plus vite parce que le soleil les réchauffe plus vite, donc ça fait des trous à chaque fois qu'il y a des algues. Donc j'ai vu tout ça, des échouages de 140 globicéphales sur les plages de Kerguelen. Et donc ces informations-là, elles montrent l'impact de nos actions sur la biodiversité. Mais on a besoin des scientifiques pour avoir les données pour montrer réellement ce qui se passe entre un temps A et un temps B. C'est ça que fait la science. Et elle est indispensable. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que les rapports du GIEC qui sortent, ils sont hyper importants. Heureusement que les scientifiques parlent, mais ils sont hyper anxiogènes. Parce qu'on ne nous relie pas ça à des émotions et à une voie de sortie. Et aussi, je voulais passer un deuxième message par rapport à la science, c'est qu'on n'a pas forcément... Il y a des effets de mode un peu dans la science, dans les médias. Le GIEC prend beaucoup de place aujourd'hui, tant mieux, et même s'il n'en prend pas assez. Et en plus, par exemple, le rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC, mais sur la biodiversité, n'a pas fait de bruit du tout. Et alors que le climat, c'est juste une des 5 composantes, des 5 causes d'extinction de la biodiversité aujourd'hui. Et il faut qu'on parle de l'impact global de nos actions sur la biodiversité parce que c'est une vague qui est plus grosse que toutes les autres vagues. Et aujourd'hui, c'est la base de notre vie sur cette planète. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout ce que tu viens de me dire, d'où vient ta conviction que ce sont des femmes qui veulent justement être le pilier de ce changement? Eh bien, elle vient de 2 choses. D'une part, quand je suis devenue maman il y a 7 ans, j'ai eu un instinct animal que je ne connaissais pas, qui a ressurgi. J'ai voulu accoucher naturellement, j'ai senti la force d'années d'évolution dans mon corps. J'ai senti l'instinct maternel qui est prêt à défendre ses enfants à n'importe quel prix. J'ai senti aussi une très forte connexion avec tous les êtres vivants, les mères qui donnent bas à leurs enfants. Et bon, c'est complètement irrationnel, mais j'ai senti la force que les femmes ont, cette puissance, qu'elles
qu'elles peuvent transmettre. C'est vrai. Et d'une façon plus rationnelle, qui est ma formation à la base, pendant mon congé maternité, j'ai travaillé beaucoup sur la relation entre les femmes et l'environnement, à titre personnel. J'ai vu que les femmes sont en général responsables des ressources et du soin, que ce soit l'eau, le bois ou bien les enfants, les parents. Elles sont souvent plus pauvres, donc elles sont plus affectées par les changements globaux parce qu'elles ne savent pas nager, parce qu'elles doivent rester à la maison. Elles sont potentiellement, et ça c'est des données européennes, elles ont une empreinte environnementale moins importante parce qu'elles mangent moins de viande ou elles utilisent moins des transports individuels. Et puis en plus, il y a certaines études qui ont montré qu'elles auraient un mode de leadership différent, plus collaboratif, tourné vers une vision de long terme, dans le respect des émotions, où on met les émotions en avant. Et donc tout ça, petit à petit, je me suis dit que c'était trop dommage qu'aujourd'hui, on ait 30% de femmes dans les postes de direction dans le monde, 4% des femmes sont des prix Nobel dans la science. Il y a énormément encore à faire, non pas pour que les femmes prennent le pouvoir, mais pour qu'on ait une égalité et surtout que face à tous les enjeux globaux qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on puisse mettre en synergie les compétences de tout le monde. C'est pour ça que dans mon association Earthship Sisters, aujourd'hui, on a décidé de faire un programme qui accompagne les femmes pour qu'elles révèlent leur potentiel de leader environnemental, qu'elles portent des projets à impact pour l'environnement. Et donc, il faut révéler leur leadership pour qu'elles portent des projets encore plus forts, qui créent les métiers du futur et qu'ensuite, elles soient des porte-parole auprès des jeunes en difficulté, des femmes en difficulté, des experts de l'environnement dans les postes décisionnels pour faire passer ces messages-là, comme des ricochets. Alors, Déborah, là, tu m'impressionnes énormément. Comment arrives-tu justement à concilier tout ça, la scientifique, la femme, l'entrepreneur, la mère? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de passion. Et puis l'urgence associée à la passion me donne une force que je vais peut-être payer plus tard. Donc j'ai 2 petits de 7 et 4 ans maintenant. J'ai un fiancé extraordinaire qui n'a pas du tout de problème d'ego face à mon potentiel qui se développe. J'ai des parents qui m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire, même si mon père me disait de temps en temps « mais à quoi ça sert exactement ce que tu fais ?» Ou ma mère, elle me dit « vas-y, fonce !» Et donc... c'est ta mère que tu écoutes? Oui, j'ai jamais eu de frein vraiment, même si j'ai souffert moi aussi de sexisme que j'ai réalisé plus tard parce que je m'étais mis un peu des œillères. Et puis au final, c'est plus fort que moi, je fais parce que je dois faire. D'accord. Mais alors, les enfants, au milieu de tout ça? Eh ben, c'est une gestion du temps bien carrée. Le matin, je me lève tôt, je travaille avant qu'il se réveille, parce que mon cerveau, il marche à fond le matin. Après 7h30, il se réveille, on s'habille, on se brosse les dents, on prépare les goûters, on s'en va. À 8h30, hop, je me remets direct au téléphone et j'ai mes premiers rendez-vous. Et donc, j'organise le temps comme ça. Et j'essaye maintenant, avec un peu plus d'expérience d'entrepreneuriat, ça fait 5 ans que j'ai quitté le monde académique, de me sanctuariser des temps où je suis à la maison et où je prévois rien. C'est pas facile à tenir, mais c'est ces moments-là où je prends du temps pour moi et où je peux avoir de nouvelles idées pour me concentrer sur la stratégie de développement d'Earthship Sisters ou sur le prochain bouquin que j'ai envie d'écrire ou sur de nouvelles théories à mettre en place pour aider tout le monde à passer à l'action maintenant. La prise de conscience, elle est là, il faut passer à l'action. D'accord, génial. Déborah, merci beaucoup pour toutes ces clés. J'espère qu'il y aura encore plus de femmes qui vous s'engager comme toi. Et comme toi. Donc, merci Déborah. Merci Virginie. Et merci à vous également d'avoir assisté à cette émission et à la prochaine.